Dans cet épisode de Comment ça marche? Comment transforme-t-on un arbre 7 fois centenaire en tambour japonais de 2 tonnes? Comment une usine automobile high-tech construit des milliers de voitures tout en restant verte? Comment les Italiens arrivent-ils à donner à leurs pâtes une telle saveur avec 2 ingrédients seulement? Suivez-nous à travers le monde pour le découvrir dans Comment ça marche? Le puissant tambour japonais, le taiko. D'après la légende, il serait né de la danse d'une déesse sur un tonneau de saké. Il y a plusieurs siècles, les redoutables guerriers du Japon féodal s'en servaient pour régler leurs pas. Il faut compter 5 longues années pour achever cet impressionnant instrument taillé dans le tronc d'un arbre ancien et qui peut traverser les siècles. Alors, comment ça marche? En japonais, taiko signifie gros tambour. Importé de Chine et de Corée il y a plus de 1500 ans, on retrouve aujourd'hui le taiko lors de festivals et de cérémonies dans tout le pays. On en rencontre aussi individuellement dans les temples et autres sanctuaires. Mais c'est de l'ensemble formé par un groupe de taiko que naît ce battement si rapide. En revanche, c'est loin de toute agitation qu'est fabriqué ce tambour géant, dans un environnement au calme trompeur. Dans la cité japonaise d'Akusan, l'entreprise Asano Taiko fabrique parmi les meilleurs tambours depuis plus de 400 ans. Et si les tambours ordinaires sont fabriqués dans plusieurs essences de bois, les taiko, eux, sont différents. Chaque instrument est taillé dans le tronc d'un arbre de plusieurs siècles. Et le meilleur bois pour cela est celui d'un orme japonais, le Zelkova serrata. Le directeur de la société nous explique pourquoi. Le Zelkova produit un son qu'aucun autre arbre ne produit. Un son magnifique et mélodieux. En plus de ça, c'est un bois qui, une fois taillé, montre un superbe veinage. Pour faire un gros tambour, il faut un arbre énorme. Ce dernier doit donc avoir 200 ans minimum. À l'atelier, le tronc géant est débité en sections de la taille d'un tambour à l'aide d'une tronçonneuse. Même les tronçons plus petits pèsent 120 kg. Ils sont donc manipulés avec une grue. C'est à Shinichi Takebe de transformer ces immenses morceaux de bois en structure de tambour. Avec un énorme tour à bois, il commence par enlever l'écorce et taille le tronc jusqu'à ce qu'il soit conforme au diamètre d'un tambour. Vient ensuite la tâche ô combien délicate d'évider mécaniquement le cœur du tronc pour y ménager le creux du tambour. C'est cet outil très spécial qui fendra le bois pour en découper l'intérieur. Un trognon parfaitement régulier et en un seul morceau en est ensuite extrait délicatement. On ne perd rien. Le cœur ainsi dégagé est retravaillé de la même façon afin de fabriquer un tambour plus petit. Pendant ce temps, Shinichi creuse encore le bois de son tambour géant pour lui donner sa forme concave si particulière. L'extérieur de la structure est ensuite sculpté et la coque de l'instrument est prête. Mais il est loin d'être fini. Le problème est que le bois a un taux d'humidité d'environ 60%, qui réduira naturellement au fil du temps, modifiant ainsi la forme et la taille du tambour. Les tambours sont donc stockés en salle de séchage. Il faut compter entre 3 et 5 ans pour un séchage naturel complet. Et une fois qu'ils ont passé 3 à 5 ans ici, ils passent en salle de fumage ou chambre sous vide pour sécher totalement. Les tambours passent ensuite quelques mois en salle de fumage, où des braises de copeaux de bois maintiennent un faible taux d'humidité. Les plus gros passent encore 2 mois dans une chambre sous vide spéciale où humidité et température sont contrôlées. Après plus de 200 ans passés en terre et 5 années supplémentaires de séchage, le bois est enfin prêt à être travaillé. La phase de rabotage est cruciale. La moindre erreur ruinerait des années d'efforts.
Il aura fallu à Katsuyuki Ura 10 ans de formation pour pouvoir procéder à la finition manuelle d'un tambour. Une fois satisfait, il ponce et cire la coque pour mettre en valeur le veinage du bois. L'étape suivante consiste à graver l'intérieur du corps du tambour. C'est un procédé méticuleux qui détermine directement le son de l'instrument. Ce tambour est un ayabori. Et ces sculptures spéciales en font un tambour utilisé au théâtre. Étonnamment, le simple motif d'une gravure en éventail ou en forme de tortue suffit à modifier le son du taiko en fonction du lieu auquel il est destiné. Celui-ci est un kinobori, utilisé lors d'événements et de festivals en extérieur. L'accordement de précision du corps du tambour s'appuie sur des siècles de savoir-faire et d'expérience. Celui-ci, un urokobori, est gravé pour produire un son puissant qui résonne. Une fois la structure peaufinée avec minutie, le bois est ensuite laqué, teinté et orné de poignées décoratives. Il est temps à présent de poser la peau de tambour. Shigeo Oku est en charge de cette opération depuis 15 ans. La difficulté est qu'il doit exercer une force équivalente à 20 tonnes pour pouvoir étirer la peau jusqu'à la bonne tension. Pour ce faire, il utilise un cordage et quelques tasseaux en bois. Le plus important dans cette étape, et c'est extrêmement primordial, c'est de bien tirer toutes les cordes avec la même force, qu'elles soient toutes équilibrées, de la même manière. Il faut parfois compter jusqu'à 12 heures de perpétuelle traction pour qu'un tambour de cette taille ait la bonne tension. Celui-là est prêt à être clouté. On voit bien à quel point la peau s'est étirée. La peau peut ensuite être clouée avec précaution. Ce tambour peut sembler imposant, mais à côté du très grand taiko, il a l'air d'un bongo. Cet immense taiko pèse autour de 2 tonnes. Il a été taillé dans un arbre de plus de 700 ans. Tout le monde s'accorde à dire que c'est un gros tambour. Ce qui pose un problème de taille pour Shigeo et son équipe. Comment tendre la peau d'un tambour aussi haut qu'une maison? La réponse est toute japonaise. La solution est ingénieuse. Et la force de 6 hommes sautant à pieds joints est juste ce qu'il faut pour étirer la peau et permettre de tirer cordage et tasseau. Et apparemment, l'opération n'est pas déplaisante. Il faudra une semaine entière de ce régime de saut et de traction pour que la peau soit prête à être testée. Et il faudra quelque chose de plus costaud à Shigeo que son simple pouce pour tester le son de ce taiko. Place à la masse. Tout est parfait. Cet immense taiko multicentenaire peut poursuivre sa mission sur le devant de la scène, tel le cœur battant d'un groupe de musique japonais. À suivre. Comment la haute technologie peut-elle permettre à une immense usine automobile de respecter la nature? Et comment les Italiens fabriquent-ils les pâtes qui leur valent une réputation mondiale? Vous le découvrirez dans la suite de Comment ça marche. Cette usine automobile flambant neuve de Chattanooga, dans le Tennessee, est bardée de technologies de pointe. Elle a coûté 700 millions d'euros et mis en place de nouvelles normes de production écologique. Ici, l'industrie automobile moderne gère les problèmes environnementaux du 21e siècle à grand renfort de haute technologie.
Alors, comment ça marche? L'usine est équipée d'une batterie de 400 robots qui appliquent une technique de soudure au laser révolutionnaire. Les diodes laser utilisées ici sont 7 fois plus efficaces que les lasers classiques et économisent 222 000 kWh d'électricité par an. Soit la puissance suffisante à l'alimentation d'un foyer américain moyen pendant 20 ans. Le problème étant que quand les robots soudent, la température de leur électrode augmente. Et qui dit surchauffe, dit perte de précision. Quand les robots soudent, ils fusionnent 2 plaques de métal ensemble. Donc pour éviter la surchauffe des électrodes en cuivre, on doit y apporter de l'eau. Mais pour refroidir plus de 400 robots par un apport permanent en eau courante, il faut compter plus d'1 million de litres par an. On fait plus écolo. L'usine utilise donc l'eau de pluie. Mais comment collecter et recycler les eaux pluviales à si grande échelle? Le toit de l'usine peut paraître plat, mais en fait, il est légèrement incliné. L'eau de pluie s'écoule alors dans 5 tuyaux qui débouchent sur un bassin de béton. L'eau est ensuite refroidie à l'aide de ventilateurs au plafond avant d'être employée à diverses fonctions comme le refroidissement des robots ou, plus trivial et moins technique, la chasse d'eau. L'eau froide est injectée dans les embouts pour les refroidir. Et en circulant, elle retombe dans l'eau chaude. Et c'est un cycle perpétuel dans l'usine. Mais les velléités écologiques de l'entreprise ne s'arrêtent pas là. Dans la plupart des usines automobiles, la section peinture consomme entre 60 et 70% de l'énergie utilisée et engendre des déchets toxiques considérables. Mais le PDG Frank Fischer voulait une usine différente. Notre service peinture consomme minimum 20% de moins en termes d'énergie et d'eau. Question, comment la phase de peinture peut-elle se conformer à la charte verte? La réponse est ce bain de peinture pour voiture ultra efficace. Le bain EcoWash est le seul système du genre entièrement électrisé. La peinture est attirée par charge électrique sur toutes les surfaces. La couche de base étant plus épaisse, la sous-couche est superflue. Ainsi, en éliminant une étape, la consommation d'énergie est réduite. Reste le problème des couches de finition. Mais ici, quelle que soit la couleur, elles sont toujours vertes. Dans la plupart des usines, les voitures sont peintes par l'eau de couleur, ce qui engendre un gaspillage considérable à chaque purge du système pour remplacer la teinte. Ici, un lecteur automatique identifie la voiture et la couleur requise. Puis un robot change les têtes de peinture en cours d'opération. La couleur est ainsi changée automatiquement sans passer par la purge. Mais même avec des robots, une bonne partie de la peinture est gâchée. Dans une usine ordinaire, le surplus serait évacué comme autant de déchets toxiques bons pour la décharge. Mais ici, la peinture est récupérée par en dessous dans un système de filtration sèche. À l'intérieur, nous avons un système d'aération avec des tuyaux à air qu'on vient d'entendre. Toutes les 3 minutes, ils envoient un jet. Et les surplus de peinture récupérés directement, au lieu d'être capturés par l'eau, sont recouverts de matière calcaire. Et si vous regardez bien en haut, vous verrez la matière filtrée recueillie dessus. La peinture chargée de calcaire ne constitue pas de déchets toxiques. C'est en fait un matériau réutilisable et le responsable de fabrication de la marque, Don Jackson, est fier de ce procédé. On réutilise le filtre à calcaire. Et une fois le filtre chargé des surplus de peinture, on récupère son contenu pour en faire du béton. C'est donc totalement écolo et le fini peinture est également très bon. Mais il n'y a pas que les procédés de fabrication qui soient verts. Le site lui-même a été recyclé. C'est une ancienne usine d'armement qui a cédé place à ce bijou de technologie moderne. La durabilité était un facteur essentiel dans la conception de cette usine. Pour commencer, il y a l'épaisseur des murs qui isole bien de la chaleur en été et du froid en hiver. Mais cela va plus loin que l'usine elle-même. La plupart des usines automobiles livrent leurs véhicules par camion. Celle-ci réduit la facture environnementale grâce au réseau ferré.
Chaque conteneur peut héberger 15 voitures. Et on peut en enfiler 6 à la suite, comme vous le voyez là. On transfère donc entre 550 et 600 véhicules par jour. Le train de Chattanooga dessert 16 stations aux États-Unis, 3 au Canada et 1 au Mexique. Et ce n'est qu'une fois dans la bonne région que les camions prennent le relais. C'est un peu juste, mais au bout d'un moment, on s'y habitue. On peut convoyer plus de marchandises par train que par camion, ce qui réduit considérablement l'empreinte écologique du transport. 85% de nos véhicules quittent Chattanooga par voie ferroviaire, 15 par camion. L'industrie automobile a longtemps été dans le collimateur des écologistes. Mais les avancées technologiques de cette usine promettent un futur ensoleillé, un futur vert. Des lasagnes au linguine, des penne au tortellini, les pâtes règnent sans partage sur la famille des glucides. Les pâtes sèches gardent leur saveur pendant des années. Elles sont délicieuses et appréciées partout, de la cuisine de la mamma au restaurant 5 étoiles. Belle performance pour un aliment qui ne contient que farine et eau. Mais comment ça marche? La bonne cuisson des pâtes requiert un coup de main, comme celui du chef récompensé Antonio Di Vita. Des papardelles. Et comme tous les Italiens vous le diront, le secret pour de bonnes pâtes, c'est le timing. On va les cuire pendant 7 à 8 minutes pour qu'elles soient bien al dente. Al dente signifie littéralement à la dent. En d'autres termes, la cuisson parfaite pour des pâtes encore fermes. Voilà. Le restaurant d'Antonio se trouve dans la ville de Parme, connu pour son jambon et son fromage, le parmesan. Avec une telle carte de visite, quel meilleur endroit pour installer la plus grosse usine de pâtes sèches au monde? La société Barilla est née il y a un siècle. Ce qui était à l'origine une petite boulangerie locale produit aujourd'hui plus de 10 milliards de portions de pâtes par an. Bienvenue sur la planète pasta. Les pâtes sèches sont faites à base de semoule, une farine claire à gros grains obtenue uniquement à partir de blé dur. L'usine Vorace ingurgite plus de 1000 tonnes de farine moulue par jour. Pour l'alimenter, il a donc fallu construire le plus gros moulin d'Europe. Le blé afflue des 4 coins du monde et chaque lot est un peu différent. Ce qui constitue un gros problème, car chaque paquet de pâtes doit avoir le même goût. La solution, mélanger les différents arrivages, mais avant, ils doivent se soumettre à des tests de qualité draconiens. Cette sonde fonctionne comme un aspirateur géant qui collecte les grains de blé afin d'en analyser le poids, le taux d'humidité, la teneur en protéines et la couleur. Les grains correspondant aux critères sont ensuite mélangés pour que le blé qui entre dans le moulin soit toujours de première qualité et que les pâtes qui atterriront dans nos assiettes aient le même goût d'un paquet à l'autre. Le problème est qu'au cœur du blé, il peut rester brin de paille, poussière et autres petits cailloux qui n'entrent normalement pas dans la composition d'une bonne bolognaise. Il passe donc dans une série de séparateurs à vibration qui le débarrassent des indésirables. Le blé abîmé ou malade tourne au noir. Cette machine intelligente contrôle donc chaque grain sous un rayon ultraviolet pour repérer les mauvais. Le bon grain est maintenant prêt à être moulu en semoule, la farine si spéciale qui compose les pâtes. Le blé est écrasé dans un laminoir, mais reste le problème de séparation entre la fine semoule en poudre et les résidus de grains. La solution, un séjour énergique dans le tamis. À l'intérieur de cet engin dynamique, une suite de tamis de plus en plus fins font leur œuvre jusqu'à ce qu'il ne reste que la semoule pure. Enfin, à l'aide de cette bella semoule, les pâtes peuvent voir le jour. La recette est classique. Prenez un stylo pour noter les ingrédients. De la semoule, de l'eau, et c'est tout. Il ne faut rien de plus pour faire la base des pâtes. Même si la méthode utilisée ici est un peu plus complexe. Première difficulté, éviter que la pâte ne fasse des grumeaux. Et ce, grâce à cette machine qui enveloppe d'eau chaque grain de semoule avant de les déposer dans le pétrin.
Là, elle reçoit un traitement que même le plus costaud des chefs italiens ne peut dispenser, jusqu'à ce qu'elle soit aussi moelleuse que les confidences sur l'oreiller de Casanova. Maintenant, la pâte est prête à être mise en forme et découpée. Là, sur la chaîne des spaghettis, un rideau de pâte ininterrompu, large de plus d'1 mètre, est découpé dans la longueur. Le taux d'humidité des pâtes est régi selon les lois strictes pour éviter qu'elles ne moisissent. La prochaine étape consiste donc à faire passer les pâtes au séchoir. Et avec 6 tonnes de pâtes émergeant de la chaîne de production toutes les heures, ces séchoirs ont intérêt à être grands. Très grands. Ces immenses montagnes de métal sèchent les pâtes et font en sorte que l'usine emmagasine autant d'électricité que nécessaire pour alimenter 30 000 foyers. Ici, au sortir des méga-tours de séchage, le responsable de production, Claudio Dalla Giacomo, contrôle les spaghettis avec minutie. C'est bon. C'est peut-être bon, mais est-ce parfait? C'est ce que nous allons voir avec ce rigoureux contrôle technique en laboratoire. L'épaisseur, la teneur en gluten et les variations de couleur sont toutes évaluées avant le fameux test al dente. Tout est parfait. Il est temps de passer à l'emballage. Chaque année, plus d'1 million de tonnes de pâtes sont triées, emballées, empaquetées et mises en boîte avant d'être exportées dans une centaine de pays. C'est fou ce qu'on peut faire avec un peu de farine et d'eau.